Merci encore Sylvain Régal, chef de service aussi, chirurgien orthopédique et traumatologie. C'est un honneur, bien entendu, de prendre la parole dans cette assemblée. Je remercie Alain-Charles Masquelet de m'avoir invité. Alors, moi, j'ai choisi une petite niche, mais finalement qui est peut-être la plus importante pour nous. On ne peut pas oublier que notre mission première, c'est quand même le traitement des blessés militaires et des blessés de guerre, des blessés par projectile, et que dans la lésion par projectile, il y a de multiples composantes, mais il y a une des composantes qui est assez constante, et je vous le montrerai dans cette petite série, qui est la perte de substance osseuse. C'est vrai qu'elle s'intègre avec les lésions plurictissulaires. Et dans la perte de substance osseuse, il est évident pour nous que ces dernières années, la technique de choix, la technique presque exclusive, ça a été la membrane imbique. Alors, on a décidé dans cette présentation d'essayer de comparer nos résultats dans deux populations différentes, celles qu'on a qualifiées de conventionnelles et celles de balistiques. Quand vous voyez ces deux dossiers, je pense qu'il vous est très difficile. En fait, il y a des petits signes qui vont vous permettre d'identifier, de savoir quelle est la lésion conventionnelle et la lésion balistique. Effectivement, sur votre droite, il reste des fragments du projectile, et c'est bien celle-ci, la lésion balistique. Donc on voit bien que souvent, ça pose quand même les mêmes problèmes. Alors peut-être pas dans le même contexte, et peut-être pas sur un mode de contamination qui est le même. Alors notre objectif, ça a été de nous intéresser aux pertes de substances osseuses traumatiques, diaphysaires ou métaphysio-diaphysaires, circonférentielles, primitives ou secondaires, je vais vous expliquer ce qu'est le secondaire, dans notre service, et en comparant les résultats obtenus dans chacune des deux catégories que j'ai déjà citées. Alors c'est rétrospectif, c'est monocentrique, et c'est sur une période d'environ 10 années. On a cherché quelles étaient les caractéristiques de la série. C'est finalement la même liste que celle que Laurent Mathieu nous a montrée tout à l'heure, et je ne vous montrerai pas tous les résultats, mais seulement ceux qui me semblent importants pour notre discussion. En périopératoire, ce qui nous a intéressé, c'était les délais, que ce soit du T1, du T2. Vous avez compris que le T1, c'est la mise en place de l'espaceur, et que le T2, c'est la mise en place de la greffe osseuse. Le mode de fixation, les reprises chirurgicales et les infections. On a bien compris depuis le début de l'après-midi que les deux étaient sans doute liés et que c'était bien ça le problème. Et puis les greffes osseuses itératives. Je vais essayer de vous expliquer que pour moi, ça n'est pas en soi un échec, c'est peut-être à une époque une mauvaise compréhension complète de la technique. Analyse des résultats sur la consolidation, bien sûr. Qu'est-ce qui a été les facteurs d'échec? Et puis une analyse statistique qui n'a de valeur que à la taille des échantillons, qui nous donne plutôt des orientations que des certitudes. Alors on a inclus quand même 37 patients. Cette série n'a comme caractéristique intéressante que les 14 fumeurs, les 16 lésions seulement isolées, et ce n'est pas sans influence sur les délais de chacun des temps de cette technique. Il est bien évident qu'on ne peut sans doute pas respecter des espaces d'opportunité, comme je le dis souvent, pour faire des gestes, alors que le patient est polytraumatisé, polyblessé, que ce soit au niveau des membres, que ce soit au niveau du viscéral, que ce soit autre chose. Et puis quand même 11 deuxièmes mains, on en a lu cet après-midi avec en particulier ces patients africains. Mécanisme traumatique, vous voyez les conventionnels qui n'amènent aucun commentaire, et les balistiques avec quand même 50% d'agents vulnérables de guerre, qui sont ces balles à haute vélocité et puis ces blessés. La localisation, finalement, ça a intéressé tous les segments de membres, avec une répartition qui est à peu près équivalente entre les deux populations. Ceci est sans doute plus intéressant. Alors, il y a deux catégories finalement de patients qui ont été inclus. D'un côté, les fractures ouvertes, c'est-à-dire ceux qui ont reçu dans le cadre du traumatisme immédiat, et puis finalement les complications des fractures ouvertes.
c'est-à-dire les pseudarthroses. Alors dans les fractures ouvertes, on voit que ce qui est à l'origine d'une perte de substance osseuse, c'est dans la classification dite de Bustillo, c'est Bustillo 3B, que ce soit en conventionnel et en balistique, c'est-à-dire simplement, pour ceux qui ne sont pas orthopédistes, après la fin du premier traitement, du parage, c'est un foyer osseux qui reste exposé. Et là, dans le cas de figure, une perte de substance osseuse qui reste exposée, et donc qui pose, en dehors du fait de reconstruire la perte de substance osseuse, la réparation des parties. Et puis dans les pseudarthroses, il est bien évident que ce qui nous est arrivé, c'est essentiellement des pseudarthroses où il y avait une infection associée, c'est-à-dire des pseudarthroses septiques. Et si on regarde un peu l'étiologie de la pseudarthrose, on note simplement ce que l'on savait déjà, d'expérience passée, que pour avoir une perte de substance entraumatique initiale, eh bien, c'est la lésion par projectile qui est à l'origine, alors que les autres traumatismes sont rarement à l'origine de ces pertes de substances traumatiques initiales. L'infection. Alors, c'est assez simple à concevoir. 21 des 25 lésions conventionnelles étaient infectées lorsqu'on les a pris en charge. 9 sur 12 des lésions de traumatisme balistique étaient infectées. On verra les commentaires, mais on a bien compris que c'est un point essentiel. Et puis, un certain nombre de ces lésions étaient infectées à plusieurs germes. Alors, quand vous voyez le listing du conventionnel, il est plus grand que le listing du balistique, simplement parce que l'échantillon est plus important sur la partie gauche. Les tailles des pertes de substances, on les a classées suivant ce qu'on avait défini d'ailleurs au symposium de la SOFCOT en 2010, avec, vous voyez quand même, un nombre de pseudarthroses, de pertes de substances qui étaient importantes, puisque correspondant à au-dessus de 5 cm, voire au-dessus de 10 cm. Et il est bien évident que c'est le défect que l'on a jugé au moment du premier temps de la reconstruction. Elles étaient plus grandes au niveau du segment jambier. Dans les traumatismes balistiques, c'est sans doute expliqué par l'origine, et c'est l'un des rares items qu'on a pu montrer comme significatif. Les paramètres opératoires, alors le fixateur externe était plus fréquent dans le groupe des traumatismes balistiques, peut-être lié au contexte de prise en charge, mais c'est essentiellement une tendance. Vous voyez que le délai de prise en charge était entre 7 et 10 jours, que ce soit conventionnel ou balistique. Pour nous, c'est un délai important dans les traumatismes aigus. Les reprises chirurgicales étaient importantes, 9 sur 25 du côté conventionnel, 7 sur 12 du côté balistique, sans qu'on puisse faire une différence véritable entre les deux. Le T2, c'est-à-dire l'apport osseux. La première chose, c'est une utilisation prédominante de spongieux associé à du greffon osseux humain. Et au début de l'expérience, à ce substitut osseux, on a déjà dit qu'à l'heure actuelle, on ne l'utilisait plus. Et on remarque une seule chose, c'est que ce deuxième temps était plus tardif dans les traumatismes balistiques, probablement expliqué par le contexte. Et l'on doit remarquer sur ce tableau ces infections résiduelles après le T2 qui sont quand même assez importantes, 7 sur 24 d'un côté, 5 sur 12 de l'autre côté, alors que théoriquement, on aurait dû assécher ces foyers avant de faire la greffe osseuse. La majorité des greffes complémentaires, et je dis complémentaires, non itératives, étaient essentiellement au segment jambier. Je vous montrerai pourquoi et quelle est notre attitude vis-à-vis de cette greffe intertibiofibulaire actuelle. La consolidation, avec un recul moyen qui est loin d'être négligeable. On a, à l'heure actuelle, au moment du moins où on a analysé la série, 75% de réussite. 3 sont en consolidation en cours et quasiment consolidés, donc on montera à 84%. Et par contre, on a 6 échecs vrais de la consolidation qui ont abouti à 4 amputations, à 2 pseudarthroses résiduelles, dont une seule est encore dans notre programme et dont nous pensons
mécanisme, on n'a pas mis en évidence de différences significatives entre les deux groupes, que ce soit pour le recul, la consolidation acquise, la consolidation en cours, les échecs ou la nécessité d'une amputation, malheureusement. La consolidation suivant la table de la perte de substance, on n'a pas trouvé de différence significative entre les deux groupes, et je les ai rassemblés ici simplement parce qu'il n'y avait pas cette différence, et on s'aperçoit qu'on a des délais moyens de consolidation qui sont élevés par rapport à ce que l'on affiche d'habitude pour cette technique ou pour d'autres techniques. Les facteurs de risque d'échec, pourquoi on a eu des échecs? Parce que le patient fumait, parce que c'était une pseudarthrose et non une fracture fraîche que l'on prenait en charge initialement, et parce qu'il y avait des infections, alors que ça soit entre T1 et T2, vous avez compris que ça imposait des reprises, changements d'espaceur et nouveaux barrages, ou que ça soit après les T2. Donc le problème de l'infection est bien le problème que l'on n'a pas su régler pour ces patients. Et par contre, les échecs ne semblaient en rien liés à la taille véritable de la perte de substance, au délai entre T1 et T2, alors que ça va contre un peu la biologie et l'âge des patients. Si on veut discuter, alors on peut discuter sur cette courte série, c'est du prospectif, c'est du rétrospectif. Alors, dans la littérature, finalement, il y a peu de prospectifs. Il y a celle d'Alain Charles-Masquelet, ces 11 cas présentés ici même en 2008. Il y a 5 articles prospectifs sur 628 articles publiés sur la membrane induite. Dans tous les cas, de toute façon, toutes les séries, c'est des faibles populations. Et quand on prend la méta-analyse, l'auteur lui-même conclut en disant qu'il est bien difficile de rassembler des cas singuliers traités par des équipes différentes dont on n'a pas toutes les données, que ce soit des séries ou même ne serait-ce que techniques. Et on peut aussi faire le reproche de dire que nous mélangeons à la fois des fractures et des complications de fractures, c'est-à-dire des patients pas pris au même moment dans leur évolution. Par contre, il y a une originalité qui n'existe pas, qu'on ne retrouve pas dans la littérature, ce sont les lésions balistiques. Alors que de notre expérience non métropolitaine, que ce soit dans les derniers conflits, on sait que tous nos chirurgiens ont fait beaucoup de reconstruction des pertes de substances osseuses avec leur membrane induite. Alors, les populations qu'on a essayé de comparer, elles sont équivalentes. Gravité de la fracture, taille de la perte de substance, l'infection. La seule différence, elle est dans l'étiologie, c'est par définition finalement, et puis par les pertes de substance initiales qui existent essentiellement dans les traumatismes balistiques. La prise en charge est équivalente, on n'a pas trouvé de différence dans le délai, le mode de stabilisation, le délai entre les deux temps, la réparation des parties molles, le type d'apport osseux. Et dans tous les cas, toutes les reprises qui ont été nombreuses l'ont été pour problème infection. Il n'y a pas de différence dans les résultats et de consolidation et d'échec entre ces deux populations. Et il y a ce petit problème-là qui a été soulevé dans l'après-midi de l'apport osseux complémentaire. Alors chez nous, il a été de 25%. Dans la littérature, il est de 0 à 55%. De temps en temps, on se demande comment on arrive à faire 0%. Et sur ces 9 apports osseux, il y a eu 6 greffes intertibiofibulaires. Et on discute depuis des années, et on pense que la greffe intertibiofibulaire fait partie intégrante à la jambe de la technique de la membrane induite. En d'autres termes, si l'on fait une technique de membrane induite, surtout sur des pertes de substance au-delà de 5 cm, il faut dans le même temps opératoire, puisqu'on les fait plutôt par voie postérieure, retourner le patient et faire 2 greffes intertibiofibulaires en proximal et en distal. Alors,
Je crois que c'était notre ami de Besançon, qui ne le regarde pas, qui lors du symposium avait défini, plutôt que de se baser sur des petits P, il avait dit quel est le portrait robot des échecs de la reconstruction des pertes de substances osseuses. Alors j'ai repris ceux du symposium, j'ai repris les nôtres, donc il y a quelques choses en commun, le défect osseux initial, le fixateur externe, le lambeau secondaire tardif. C'est-à-dire que si on répare tardivement les parties molles, on s'expose sans doute à plus d'infections. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le dire. Mais nous, on a bien mis en évidence le tabac, le fait de prendre en charge une pseudarthrose, c'est-à-dire une évolution tardive, et puis bien entendu, l'infection, ce qu'on n'avait pas mis en évidence lors du symposium. Et les échecs de nos séries, là, vous les voyez, amputation, non-consolidation et infection, 15%, sans doute un peu au-dessus des échecs de cette grande méta-analyse, mais nous pensons qu'il y a une façon de les diminuer. Pourquoi avons-nous fait ce choix finalement de choisir la membrane induite pour réparer nos pertes de substances osseuses? Ben, on l'a fait parce qu'on a glissé progressivement. Il faut avoir à l'esprit que finalement il y a peu d'équipes qui ont de nombreux cas ou qui dominent plusieurs techniques. Laurent vous a parlé, pensez assez univoque quand on a une technique qui marche. Nous, on avait dans les mains quasiment toutes les techniques et on les a toutes faites. Du transfert de péroné vascularisé au transfert osseux segmentaire, et on les a encore en main. Et pourtant, on a glissé dans la membrane induite. Alors, il y a ce SFR là. Alors, on peut le faire simple, fiable, rapide. Le geste est rapide, on n'embouteille pas le bloc. Alors moi, je préfère simple, fiable et reproductible. Reproductible, ça veut dire que c'est une technique que l'on peut transmettre. Ce n'est pas une technique qui a une telle sophistication que seul le créateur est capable de la faire. Et je pense que c'est essentiel quand on essaye de promouvoir une technique chirurgicale. Bon, c'est simple techniquement, on ne fait pas de la microchirurgie. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est simple de comprendre le concept. C'est ça qui est la chose la plus importante quand on veut transmettre. C'est pour nous parfaitement intégral à un traitement séquentiel. Ça prend en compte toutes les composantes, l'infection, la réparation des parties molles, les espaces de reconstruction, on ne va pas s'y passer du temps, mais qui accompagnent finalement toujours une perte de substance. Et puis pour nous, c'est compatible avec nos contraintes de la chirurgie dite de guerre, la chirurgie dite anopex. Et puis, dernière chose, c'est compatible avec les autres techniques, hein, ces hybridations avec la membrane, la greffe intertibio-fibulaire, mais on peut faire de la membrane induite et du transfert osseux segmentaire. On fait un espace de membrane et on descend un fragment osseux. Alors, si on veut revenir à ce qui était la raison de nos interrogations, la raison de nos interrogations, c'est ça. C'est comme ça qu'on essaye d'expliquer aux plus jeunes comment il faut qu'ils prennent en charge. Il y a un moment de l'urgence, 6 heures, il y a 7 jours pour décider de la stratégie et faire les gestes importants, il y a 8 semaines pour relancer l'ostéosynthèse, et puis il y a les 9 mois pour surveiller, il n'y a pas d'infection, ça va consolider. Et nous, on le fait sur le terrain et puis on doit transférer. Alors, est-ce que tout ça, c'est compatible? Ben oui, parce que le traitement en urgence, il suffit d'avoir des chirurgiens à peu près bien formés à ce qu'on veut réaliser. Dans les 7 premiers jours, ben, ça colle parfaitement avec le premier temps de la membrane induite. Alors, vous avez vu les délais, on n'était pas tout à fait à 7 jours, hein. On était parfois 12 jours pour les blessés militaires. Les 8 semaines, c'est finalement là où, avec toutes les techniques, on faisait les apports osseux, on relançait l'ostéogenèse et puis la consolidation. Alors, pour conclure, bon, c'est une technique qui est adaptée à toutes les pertes de substances osseuses, quelle que soit l'origine, initiale, secondaire. Ce ne peut être une technique isolée. On ne peut pas considérer que ça règle tous les problèmes et que les problèmes de la consolidation font qu'il faut avoir réglé les autres problèmes avant. La réparation des parties molles, éliminer l'infection. On peut hybrider,
C'est ça qui est important. Et puis on a un axe de travail, alors on le savait déjà depuis un moment, on l'a mis en évidence avec les 2 séries là qu'on vient de revoir. On a un problème de contrôle de la contamination et de l'infection. Alors on ne sait pas pourquoi, et je pense qu'on reste en deçà dans le parage initial que l'on réalise. Pourtant Dieu sait si on essaye de bien le faire. Alors peut-être que les lésions, en particulier par projectiles, font qu'on ne sait pas tout à fait au début identifier ce qui est issu parfaitement mortifié. Mais c'est notre axe de travail à venir. Voilà, je vous remercie. Bien, merci à Sylvain Rial. Réaction, commentaires, questions? Pour ma part, j'ai une question. Tu as parlé d'un délai de consolidation assez long. Ce délai de consolidation, c'est à partir de T1 ou de T2? Il faut préciser. Tu sais bien qu'il n'y a pas de réponse à cette question parce que c'était l'un des problèmes qu'on a eu lors du symposium, c'était de dire quand est-ce que l'on prend, donc c'est bien entendu à partir du T2. Le problème, c'est quand est-ce que c'est consolidé? Alors, est-ce que c'est une image radiographique? C'est peut-être une image radiographique au membre supérieur, mais au membre inférieur, ça ne suffit pas. Donc on a pris comme délai le moment où on a enlevé le matériel, quand c'était du fixateur externe, et où on pensait que la reprise de l'appui était complète. Et je pense que c'est pour ça qu'on a des délais qui sont très longs. Et quand on reprend la littérature, on est incapable de comparer les séries, parce que personne ne fixe la date de consolidation au même moment.